Ok. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à cette table ronde qui porte sur l'avenir de l'aéroport de Orly. J'ai le plaisir de recevoir ici, à côté de moi, Brigitte Vermeillet, qui est la maire de Morangis. Et à son côté, il y a Justine Coutard, qui est la directrice de l'aéroport de Paris-Orly, donc pour le groupe ADP. Et à côté d'elle, il y a Muriel Assouline, la directrice générale d'Air Caraïbes. Et à son côté, il y a monsieur Bertrand Godinot, le directeur France et Pays-Bas d'EasyJet. Donc, merci beaucoup d'être venu ici pour débattre avec nous. Je crois qu'il y a assez de sujets qui mettent sous le feu des projecteurs l'avenir de Orly. Il y a l'arrivée de la ligne 14 dans quelques jours. Il y a le projet pour l'aménagement Paris-Orly 2035. Il y a l'annonce d'Air France que la compagnie va se retirer de Orly au profit de sa filiale Transavia. Il y a également la consultation sur l'arrêté portant sur les restrictions d'exploitation de l'aéroport. Donc, il y a beaucoup de sujets desquels, j'espère, on va discuter là. Mais peut-être pour commencer, j'aimerais bien savoir de Madame Coutard, comment va Orly depuis la crise de Covid et aussi la décision du gouvernement de supprimer les vols intérieurs courts, s'il y a une liaison ferroviaire qui existe. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation déjà sur ce beau sujet. Donc Orly, depuis la crise Covid, a retrouvé son trafic en nombre de passagers, c'est-à-dire que l'année dernière, on était à 32 millions de passagers, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait en 2019. En revanche, on a un nombre de mouvements qui est très inférieur à celui qui était avant crise. L'année dernière, on a eu 208 000 mouvements. Donc ce qui est très loin de ce qu'on avait en 2019, a fortiori en 2018, où on était beaucoup plus proche des 215-220 000 mouvements, et encore beaucoup plus loin de nos records historiques, puisque à la fin des années 90, on était au-delà de 240 000 mouvements. Donc un trafic finalement qui repose sur des avions qui sont mieux remplis, puisque pour avoir plus de passagers avec moins de vols, ça signifie que notre taux d'emport s'est notablement amélioré, ce qui est au fond une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça signifie que notre taux d'emport est passé en gros à 156 passagers par vol en moyenne, alors qu'en 2010, par exemple, il était autour de 110 passagers. Donc on voit vraiment que c'est une inflexion très très notable depuis la sortie de la crise Covid. Autre élément important aussi dans notre activité qui a beaucoup évolué depuis cette crise, c'est que la composition de notre trafic est différente. Notamment, le trafic domestique s'est considérablement réduit. Et donc, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais ça explique pour une large part la décision d'Air France d'avoir regroupé son activité à Charles de Gaulle. Et donc, là où auparavant le trafic domestique occupait un tiers de notre activité, aujourd'hui, ça représente 18% seulement de la totalité de nos vols. Et par exemple, sur une route comme Orly-Marseille, on est passé de 880 000 passagers en 2019 à aujourd'hui 450 000. Donc vous voyez que c'est vraiment une réduction extrêmement notable et donc les vols sont désormais largement réorientés vers du trafic européen, trafic Schengen en très large majorité et aussi vers du trafic international. Justement, donc ça c'est peut-être le mot. J'aimerais bien savoir aussi quel rôle joue Orly dans la stratégie des deux compagnies aériennes qui sont présentes ici. Peut-être Ladies First. Ah bah Orly, pour Air Caraïbes, c'est sa raison de vivre, son ADN depuis le début. C'est plus de 20 ans de gros porteurs vers les Antilles. Aujourd'hui, on exploite avec notre petite compagnie French Bee 15 gros porteurs, donc A350 principalement, vers l'arc Caraïbes et d'autres destinations. Et on a débuté à Orly tous ces vols. Et donc Orly est au cœur de notre activité, nos préoccupations, sa taille humaine, on y reviendra, on en parlera, son accessibilité fait que Orly est au cœur d'Air Caraïbes. EasyJet.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc pour EasyJet, en fait, aujourd'hui, on est la deuxième compagnie aérienne en France. On a la particularité d'être très présent en province. On est présent dans maintenant 24 aéroports avec 7 bases, dont 2 à Paris qui sont à Orly et Charles de Gaulle. Pour nous, Orly, c'est une base très importante. Ça fait plus de 20 ans qu'on y est présent. On a fêté l'année dernière les 20 ans de la base. C'est plus de 300 employés, etc. Pour être honnête, on aimerait être plus présent sur Orly, hein, mais on est contraint en termes de slots. Et donc le point important, c'est aussi, on a un peu une logique de se dire, on a plutôt des destinations vers le sud depuis Orly, plutôt des destinations vers le nord depuis Roissy. Et puis c'est un aéroport qui est très important parce qu'en fait il a les 3 éléments importants du transport aérien, puisqu'il y a une clientèle à faire. Sur des routes comme Orly-Toulouse, c'est plus de 50% de gens qui travaillent qui voyagent pour le travail. Il y a une clientèle en loisirs, mais il y a aussi toute une clientèle affinitaire vers le Portugal, l'Afrique du Nord, etc. Et c'est un rôle très important des aéroports de jouer sur ces finalement 3 types de clientèle. Et je pense que Orly est finalement assez équilibré sur chacun de ces segments. Merci beaucoup. Et on a déjà dit, donc il y a la ligne 14 qui va arriver là dans quelques jours. Qu'est-ce que ça va changer pour l'aéroport? Qu'est-ce que vous attendez? Quel impact? Déjà, on attend sa mise en service avec impatience. On est très heureux parce que c'est un chantier qui arrive à l'heure, puisque la ligne 14 sera mise en service le 24 juin. Donc le pari aura été tenu de livrer cette nouvelle infrastructure avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui est une excellente nouvelle. Ça va complètement bouleverser la physionomie d'Orly, puisqu'aujourd'hui Orly est un aéroport qui est extrêmement dépendant de la voiture, beaucoup trop, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. On a 90% de nos salariés qui viennent en voiture individuelle, plus de 70% de nos passagers. Et donc la ligne 14, c'est une opportunité énorme de permettre du report modal et donc de favoriser le fait que nos passagers comme nos salariés puissent venir en transport en commun au cœur de l'aéroport, puisque là aussi on a l'arrivée de la ligne 14, mais en plus au pied d'Orly 3, donc vraiment au centre de l'aéroport, ce qui est une chance absolument inouïe. Donc on compte beaucoup sur cette infrastructure. Évidemment, elle ne va pas nous permettre de résoudre toutes nos difficultés en matière d'accessibilité en transport collectif, notamment pour une raison assez simple, c'est que les horaires d'exploitation ne coïncident pas parfaitement avec nos besoins, notamment sur les horaires du matin. On a beaucoup de salariés qui sont en horaire décalé, qui commencent très tôt, certains à 3h30, 4h, leur prise de service. On a aussi des passagers qui, pour les premiers vols, doivent venir vers 4h, alors que le métro ne commencera qu'à 5h20. Donc il y a ce petit décalage qu'on va d'ailleurs essayer de corriger en investissant de notre côté aussi sur l'accessibilité en transport en commun de l'aéroport. Mais la ligne 14, c'est déjà une étape absolument majeure qui va être franchie dans quelques jours. Peut-être on peut revenir plus tard aussi sur les Jeux olympiques et comment vous êtes préparés, également les compagnies aériennes. Mais la ligne 14, elle ne va pas s'arrêter à Morangis, si j'ai bien compris. Donc, Bonjour à toutes et à tous. Non, effectivement, la ligne 14 ne vient pas jusqu'à Morangis, et c'est bien là le problème de notre territoire, puisque nous sommes à 5 km d'Orly et que, par exemple, moi, des citoyens qui voudront aller prendre la ligne 14 devront avoir 3 bus, emprunter 3 bus, donc rupture de charge, le rythme, etc. Et donc, l'un des combats de notre territoire est bien justement de faire venir une station voyageur à Morangis, ville de Morangis qui accueille le site de maintenance et de remisage des wagons de la ligne 14. Alors je suis ravie que l'on puisse avoir des rails qui arrivent jusque chez nous, mais pas de voitures dans lesquelles puissent monter les voyageurs. Une étude a été portée par le Grand Orly Seine-Bièvre, communauté d'agglomération dans laquelle nous sommes partie prenante, et qui montre quand même une fréquentation de cette gare, si elle existait, de 42 000 voyageurs jour. Donc vous imaginez bien que ça déplace largement la population de Morangis qui est à 14 000 habitants. C'est une vraie nécessité du territoire. Et comme l'a dit Madame la directrice, effectivement pour nous, c'est une chance d'avoir cette station sur Orly. Mais comment
vont s'y rendre, nos citoyens, eh bien, ils vont utiliser la voiture particulière principalement. Ce qui veut dire derrière beaucoup d'engorgement dans un secteur qui est déjà largement engorgé, que ce soit la 6, la 10, la 7, puisque nous avons la barrière infranchissable de l'aéroport. Et du coup, de grosses inquiétudes, même si on se réjouit d'un côté, il y a quand même de grosses inquiétudes pour les maires qui sont en limite de l'aéroport d'Orly. Je rappelle que l'aéroport d'Orly, il est sur 5 communes de l'Essonne, dont Morangis, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste et Athis, et puis 2 communes du Val-de-Marne, Villeneuve-le-Roi et Orly. Et donc tout notre secteur, chez nous, est totalement engorgé. Voilà. Et il n'y a pas du tout des projets d'améliorer l'accessibilité. Désolée pour mon français. Ça va bien le faire, ne vous inquiétez pas. Si, il y a des projets, bien évidemment. On travaille avec le conseil départemental sur des lignes de car express. Il y a aussi possibilité, puisque aujourd'hui le site de maintenance et de remisage est au milieu des champs, de pouvoir imaginer une gare de rabattement ou un parking de rabattement au moins déjà pour commencer. Voilà, donc on étudie ça, mais en attendant, ça va vraiment alourdir le secteur en matière routière. Et il y a une autre inquiétude aussi de la part des villes limitrophes comme Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons ou moi-même, c'est de voir des parkings sauvages. C'est-à-dire que nous avons des zones pavillonnaires importantes quand même sur nos secteurs. Et aujourd'hui, on voit déjà des gens qui viennent se garer sur Morangis, Paray-Vieille-Poste ou Athis-Mons et pour rejoindre l'aéroport pour ne pas payer justement des parkings au coût quand même très élevé. Et donc là, je sais que dans Paris-Orly 2035, nous avons déjà mis en avant cette question et chacune de nos communes ont porté contribution et attire vraiment l'attention d'ADP sur cette problématique de stationnement sauvage dans nos villes. Et on ne pourra pas le laisser faire, quoi. Voilà, c'est juste pas possible pour nous. Vous connaissez la densité de l'Île-de-France. Cet aéroport d'Orly, il est dans un secteur extrêmement dense, 3500 habitants au kilomètre carré, c'est le plus dense. Donc, vous imaginez derrière toutes les répercussions. Donc oui, on se réjouit d'avoir la ligne 14 qui arrive, bien évidemment, à Orly en 2024 et la ligne 18 en 2027, mais avec un certain nombre de nuisances derrière importantes à gérer pour nous, collectivités territoriales. Et dans le projet Paris-Orly 2035, il y a quand même l'objectif d'arriver à net zéro sur le sol, donc pas les avions, mais sur le sol. Ça implique donc de réduire massivement l'accès par voiture à Orly. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus comment vous comptez arriver là ? Oui, absolument. Donc, le projet Paris-Orly 2035, pour lequel on a mené une concertation publique pendant 3 mois, une concertation publique totalement volontaire, l'intérêt étant justement de dialoguer et que chacun puisse exprimer son avis et sa contribution de la manière la plus transparente et ouverte possible. Et donc, ce qu'on a vraiment voulu mettre en avant dans ce projet, c'est notre ambition de décarbonation et notamment d'intermodalité, puisque l'une des grandes difficultés à laquelle on se heurte, comme l'ensemble du territoire auquel on appartient, c'est cet engorgement routier. Aujourd'hui, la question des accès est devenue vraiment l'un des points noirs de nos passagers. C'est l'un des aspects du parcours qui est le plus mal noté par nos passagers aériens. Et donc le dernier kilomètre est toujours extrêmement tendu, parce qu'il y a des phénomènes d'embouteillage quasi quotidiens. Donc notre ambition, c'était vraiment de résoudre ce problème qui est absolument central, aussi bien pour la qualité de service que pour nos émissions de CO2. Puisque les émissions de CO2 liées aux accès routiers représentent 41% de nos émissions de CO2 au sol, tout sujet confondu, donc y compris le roulage des avions au sol qu'on intègre dans notre périmètre, bien entendu. Donc pour nous, c'était crucial de changer complètement de paradigme sur ce volet. Si vous connaissez bien Orly, vous voyez qu'il y a une configuration qui est en entonnoir, avec un entremêlement des fonctions entre le stationnement, le dépose-minute. Il y a 18 parkings différents à Orly. Il y a un empilement d'usages qui est extrêmement difficile à démêler et à optimiser. Et donc, on a considéré qu'il fallait radicalement changer de paradigme, donner résolument la priorité au transport collectif par rapport à la voiture individuelle, et donc concevoir le réseau de transport du dernier kilomètre. Et faire en sorte que l'arrivée de la ligne 14 et de la ligne 18, qui est effectivement un élément majeur, puisse irriguer toutes les zones d'activité et d'emploi de notre plateforme.
C'est la raison pour laquelle on prévoit d'avoir notre propre transport collectif interne en site propre, qui puisse prolonger justement les effets bénéfiques en termes de report modal de la ligne 14, de la ligne 18 et de la gare routière qui est directement attenante, pour que tous les salariés, quelle que soit la zone dans laquelle ils travaillent, et pas seulement au sein de l'aéroport, mais aussi dans les zones industrielles, hôtelières, tertiaires qu'on a tout autour de la plateforme et qui font que Orly est un pôle d'emploi absolument majeur pour le sud francilien, que tous justement puissent faire le choix du transport collectif et accéder à leur bureau pour un parcours sans couture. Donc ça fait partie des éléments cruciaux. Pour ça, ça suppose qu'on dédie une partie de notre foncier à ce nouveau mode de transport et donc que les flux routiers soient mieux répartis en périphérie de plateforme, à la fois au nord et au sud, justement aussi pour que les salariés, tous les salariés, les passagers, notamment ceux qui viennent du sud, n'aient pas besoin de traverser l'aéroport pour y accéder. Donc tout ça fait effectivement partie de notre projet. La question, bien entendu, de l'accessibilité par les riverains et par tous les riverains, parce qu'effectivement, il y a d'assez fortes inégalités en termes d'accessibilité entre les différentes communes considérées. Ça fait partie des sujets qui ont trouvé une grande résonance dans la concertation publique et sur lesquels on est en train de travailler justement pour faire en sorte que non seulement on travaille sur nos propres besoins, ceux de nos salariés, ceux de nos passagers, bien entendu, mais aussi aider les riverains à pouvoir accéder plus facilement à cette offre multimodale dont on va bénéficier au cœur d'Orly. Donc ça fait partie des éléments cruciaux. Bien sûr, il y a bien d'autres projets, mais je risquerais d'être trop longue, donc je vais simplement en rester là et vous dire qu'il y a aussi toute une dimension sur la transition énergétique à laquelle on a travaillé avec nos différents partenaires, et y compris bien sûr les communes limitrophes, certaines d'entre elles étant très mobilisées sur les sujets de transition énergétique et travaillant d'ores et déjà avec nous pour pouvoir bénéficier de chaleur bas carbone pour leur réseau de chaleur urbaine, puisqu'on a déjà une expertise dans ce domaine avec un puits de géothermie, on projette également de faire de la méthanisation. Et puis, il y a tout un volet également immobilier qui nous paraissait important de traiter en lien direct avec les territoires, que ce soit d'ailleurs les acteurs institutionnels ou les acteurs économiques, pour travailler ensemble, de manière ouverte, sur la manière dont on va programmer l'utilisation des 80 hectares disponibles au sein de la plateforme. Donc ça fait partie des éléments qu'on a soumis à cette concertation publique. Et il n'y a pas du tout un projet pour faire un gare TGV, par exemple? Alors, si, mais ça c'est un projet de la SNCF. Donc on ne l'a évidemment pas intégré à notre projet parce que ça ne relève pas de notre responsabilité directe. Il y a toujours le projet d'avoir une gare TGV au niveau de Thiers, Pont-de-Rungis. Donc il y a un projet qui pour l'instant n'est pas parfaitement positionné sur le calendrier. On sait que c'est quelque chose qui pourrait arriver à partir de 2035, mais on n'en sait pas beaucoup plus à ce stade. Pour nous, ce serait évidemment un atout majeur parce que ce serait relié directement par la ligne 14, et donc ça favoriserait l'intermodalité fer-air. Et donc aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir la proximité de la gare TGV de Massy. La ligne 18 va permettre de la relier directement en quelques stations. Donc on essaye surtout pour le moment de travailler sur l'existant et de faire en sorte justement que cette connexion avec la gare de Massy soit la plus utilisée possible pour travailler cette intermodalité fer-air à laquelle Air Caraïbes a déjà assez largement recours avec des billets couplés fer-air. C'était ma prochaine question. Mais donc peut-être vous pouvez expliquer un petit peu plus sur ça et comment vous voyez aussi le projet Paris-Orly 2035 comme compagnie aérienne. Alors tout d'abord, on travaille de façon au quotidien pour améliorer la qualité de service de nos passagers, nos clients avec Aéroport de Paris. Et il y a eu beaucoup de choses de fait dans l'aérogare. Air Caraïbes, on opère à Orly 4. Il y a vraiment c'est un aérogare à taille humaine. L'accessibilité est simple, c'est agréable pour nos clients. Il y a ce sujet du dernier kilomètre. Et donc, on est ravis que Aéroport de Paris travaille sur ce sujet parce qu'on pense qu'il y a un vrai sujet qu'on doit améliorer. Ça, c'est le premier aspect important sur ce dernier kilomètre. Le deuxième aspect, c'est que depuis maintenant, on va dire 10 ans, parce que quand on commande des avions, ça se fait très en avance.
Air Caraïbes est très engagé sur la décarbonation. Ça a été la première, donc en 2017, le premier Airbus A350 moderne qui consomme 25% de carburant en moins, qui émet 25% de nuisances sonores en moins. Donc depuis 2017, donc plus de 7 ans, on est engagé sur la décarbonation. Donc et on a un plan extrêmement important sur ce sujet en interne avec les salariés qui sont très attachés à ça. On peut faire partie d'une compagnie aérienne et avoir une conscience, une responsabilité sur la durabilité de nos activités. Et clairement, c'est un sujet important de prendre en compte l'ensemble des émetteurs de CO2 d'un aéroport, pas uniquement l'avion. Et comme le précisait Justine, c'est extrêmement important que l'aspect voiture soit pris en compte. Et donc, on appuie principalement cette démarche. Sur le TGVR, depuis le début d'Air Caraïbes, on a un partenariat avec la SNCF. Aujourd'hui, il est couplé avec la gare de Massy. Donc, on a un bus qui peut permettre à nos clients d'avoir... Donc, ils ont un même billet depuis une région, principalement l'ouest de la France, mais aussi l'ensemble du territoire. La gare, donc, un même ticket qui peut leur permettre de faire, donc, par exemple, un Nantes-Pointe-à-Pitre. Et évidemment, si le train est en retard, le passager est pris en charge. On a un bus à la gare de Massy. La ligne 14 va être une révolution pour nous. Et on travaille avec la SNCF parce qu'avec la ligne 14, on relie 2 gares. Et ça complète parfaitement. Massy est quand même très l'ouest français. On va avoir Saint-Lazare et puis évidemment la gare de Lyon. Donc là, on va pouvoir mailler train, métro et avion sur l'ensemble du territoire vers nos destinations. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous et on y travaille très sérieusement. Il y a beaucoup de sujets, évidemment, pour faire en sorte que tout soit couplé, y compris la SNCF travaille déjà activement avec la RATP pour être en mesure justement d'avoir pas de discontinuité du billet et que le client puisse présenter sur son smartphone, puisque tout le monde est équipé maintenant, dans sa gare en province, son téléphone. Arrivé à la gare, il présente le téléphone, il continue, il arrive à Orly, il présente son téléphone et là, il se retrouve assez rapidement dans nos avions. EasyJet travaille ensemble également comme ça avec la Alors, SNCF. en fait, nous, on a énormément de passagers qui le font, ce qu'on appelle en self-connect, donc ils prennent des billets séparés. En fait, on a une solution qui s'appelle Worldwide by EasyJet, qui est une intermodalité entre compagnies aériennes. Et en Allemagne, on est avec la Deutsche Bahn. Et en fait, j'étais encore avec la SNCF il y a 2 jours, parce qu'effectivement, ils ont finalement développé la plateforme technique pour pouvoir l'intégrer avec nos systèmes. Donc, on attend ça avec impatience. Voilà, je pense que de manière plus importante, cette transition énergétique, elle est tout à fait clé pour les compagnies aériennes. Donc, on travaille évidemment beaucoup avec l'aéroport d'Orly sur tous les sujets, que ce soit des sujets de recyclage des déchets, que ce soit des sujets d'approche continue, que ce soit des sujets de faire tourner un seul moteur au lieu de 2 avant de décoller, etc. Donc, nous, on était très, très précurseurs de tous ces sujets-là et on est très heureux de voir qu'on est copié. Enfin, je pense que dans les sujets environnementaux, on rêve de ça. On veut vraiment être la figure de proue de la transition énergétique. On a mis une feuille de route très claire pour 2050 vers du net zéro. La première étape, c'est 2035. On a déjà baissé de plus de 20% nos émissions de carbone dans les 20 dernières années. On va les baisser encore de 35% jusqu'en 2035. Ça passe effectivement par une modernisation de la flotte. Ça passe par des avions effectivement qui sont finalement plus grands, mais qui émettent moins de CO2. L'avantage effectivement, comme l'a dit Muriel, c'est que les avions de dernière génération, ils sont moins polluants et ils font moins de bruit à l'atterrissage et au décollage. Et donc on a finalement la possibilité dans un environnement où le coût de la vie augmente de permettre toujours aux gens de voyager avec un bon rapport qualité-prix. Il ne faut pas que le transport aérien devienne un transport de riches. Il faut que ça reste abordable. On a parlé des populations affinitaires, etc. C'est important également. Mais si on peut le faire avec moins d'impact environnemental et en faisant moins de bruit, c'est une solution, je pense, qui est gagnante pour tout le monde.
Et plus la plateforme, en fait, nous, dans notre feuille de route, on a l'avantage, c'est qu'on fait principalement du court et moyen courrier. Donc, à moyen terme, l'hydrogène sera la solution pour le transport aérien. Donc, en France, on a une chance incroyable. Enfin, nous, on est 100% Airbus et on a un champion industriel autour de ce sujet-là. On a aussi de l'énergie nucléaire pour faire de l'hydrogène. On a des champions de l'hydrogène en France. Et on pense qu'un aéroport comme Orly a le potentiel de devenir une plateforme justement pour l'hydrogène, évidemment pour l'aérien, mais aussi pour d'autres moyens de transport. Finalement, il y a de l'espace et de rendre le rôle économique d'un aéroport, qui est déjà extrêmement important, de devenir encore plus stratégique pour la modernisation de la France, pour avoir un bassin d'emploi, en plus effectivement maintenant bien connecté, qui était quand même une faiblesse de l'aéroport. Et donc on veut vraiment être acteur de cette transition écologique. Et puis enfin, c'est un vrai bouleversement industriel qui est une chance tout à fait unique. Il y a également les communes qui étaient consultées pour ce projet. Parce que, également les riverains, parce que dans ce projet, il y a aussi la question comment vont être gérés les 80 hectares de réserve foncière de Paris-Orly. Et qu'est-ce que vous attendez comme maire de Morangis de ça Alors, puisque je suis effectivement aujourd'hui là en tant que maire, mais j'ai aussi une autre casquette au niveau du département, donc on va dire qu'on représente quand même la frange de nos citoyens. J'avais envie de dire à Madame la directrice au départ, ça ne nous concerne pas trop parce qu'on aimerait que l'aéroport soit quand même plus inclusif en direction des populations qui sont impactées. L'aéroport d'Orly, c'est quand même aujourd'hui plus de 2 millions de personnes survolées, 75 000 personnes particulièrement impactées par les nuisances aériennes. Et s'il doit y avoir projet Paris-Orly 2035, il faut que les populations y soient associées. On a parlé tout à l'heure des mobilités, c'est une question fondamentale pour nous tous. On pourrait même rajouter dans les mobilités, alors il y a la 14, la 18, des lignes de car express, mais il y a aussi le devenir d'Orlyval. Orlyval, aujourd'hui, se pose la question de son avenir, puisqu'on avait entendu qu'à partir de 2027, lorsque la ligne 18 serait là, il n'aurait plus raison d'exister. Or, je fais partie des communes qui se sont engagées dans une association montée par le maire de Rungis et de Vissou, pour une réflexion sur le devenir d'Orlyval, qui dessert aussi un certain nombre de gares importantes, qui serait encore un plus aujourd'hui pour pouvoir rejoindre l'aéroport. Maintenant, le développement d'Orly, nous, on n'attend pas forcément des mètres carrés de bureaux. On le voit très bien sur la partie Orlytech aujourd'hui, dont nous sommes voisins. Il y a énormément de fonciers, énormément de bureaux, de tertiaires. Je dirais qu'il faudrait qu'on arrive à faire le coût-bénéfice et nuisance. Et pour les populations, notamment pour les villes, vous connaissez tous nos situations financières, on attendrait de l'aéroport d'Orly un certain nombre de contributions au quotidien de nos habitants, mais aussi de leurs salariés et de leurs voyageurs, pourquoi pas en transit. On pourrait imaginer des équipements qui soient à disposition des habitants. On pourrait imaginer de grands espaces verts, des parcs ouverts à la fois aux voyageurs, aux salariés, mais aussi aux riverains. Voilà, donc une vraie contribution et que l'aéroport se tourne beaucoup plus vers les citoyens qui, eux, sont impactés au quotidien. J'entendais la compagnie EasyJet évoquer son trafic. Si mes chiffres sont bons, le low cost à Orly, c'est quand même 79% du trafic en 2022. Donc, on se réjouit effectivement que ce soit des avions de nouvelle génération. On nous les dit moins bruyants, moins polluants. Sauf que quand on prend les chiffres, que ce soit bruit par IF, ce ne sont pas les élus qui le font, c'est air par IF, eh ben, on constate une augmentation de la pollution aux oxydes d'azote du trafic aérien, plus 18% entre 2005 et 2019. Bruit par IF constate une augmentation des nuisances sonores. Les études épidémiologiques qui ont été portées par débat, on prend pathologie par pathologie, je veux dire, ça impacte des milliers d'habitants. Donc oui, effectivement, les habitants aspirent à un vrai bon
technologiques pour leur qualité de vie. Personne ne souhaite la fermeture de cet aéroport. Je pense que cette idée, elle est passée depuis très très longtemps. Mais maintenant, il faut vraiment, vraiment réussir à trouver le bon compromis entre le développement de notre aéroport, le maintien de la situation économique et la santé et la qualité de vie des riverains. Et tout ça ne passera très clairement que par une limitation du nombre de mouvements. Madame Coutard a évoqué tout à l'heure les chiffres de 208 000 mouvements. Je rappelle qu'il y a un arrêté de 94 qui parle de 200 000 mouvements. Et il y a surtout une déclaration de l'ADEME ou de l'ARS qui stipule bien une chose très précise, que atteindre les objectifs de décarbonation 2050 ne pourra se faire que par la limitation du trafic aérien, aussi moderne, aussi respectueux des nouvelles technologies, etc., que puissent être les nouveaux aéronefs. Ça passera forcément par une limitation du trafic et, comme vous l'avez dit, par un meilleur emport et encore plus d'emports aujourd'hui réussis. Mais voilà ce qu'attendent en tout cas les riverains. Juste un commentaire sur les avions de dernière génération. Pour l'instant, enfin, si mes chiffres sont bons, on est seulement à 11% d'avions de dernière génération sur l'aéroport d'Orly. Donc en fait, on est juste au début de l'histoire. On a besoin, et en fait, nous, on est même assez motivés. Il y a un certain nombre d'aéroports et de pays qui mettent en fait des systèmes de bonus-malus également sur les sujets CO2. Donc on est tout à fait motivés pour ce sujet-là. Et donc on a intérêt à travailler ensemble pour qu'effectivement cette modernisation se fasse le plus rapidement possible, pour qu'effectivement, si 90% des avions font encore des avions qui sont plus bruyants et plus polluants, ben c'est effectivement la priorité, c'est de s'assurer que cette transition elle se fasse et qu'on le fasse ensemble. Donc, on a déjà parlé tout à l'heure là de bruit et également en Europe, il y a une tendance peut-être qui commence de réduire donc les mouvements des avions pour réduire le bruit. Et en France, le gouvernement a ouvert maintenant une consultation sur ce projet qui vise à réduire le trafic aérien d'Orly. Donc, est-ce que vous êtes inquiet de ces conséquences pour vos compagnies, Madame Assouline? Alors, inquiet, non, parce que c'est des sujets sur lesquels on travaille et on contribue au quotidien pour participer. Et en fait, on a une stratégie claire chez Air Caraïbes. On est une compagnie, on va dire, loisir, affinitaire. Les familles, c'est notre cœur de clients. On est très proche d'eux et notre stratégie, c'est des avions, comme je vous disais, les plus modernes possibles, un renouvellement de flotte, on va dire, d'année en année, y compris pendant les années Covid, parce que tout ça, quand même, EasyJet aussi, on pourrait en témoigner, on a été quand même frappé par une crise qui a évidemment, on en a bien tous parfaitement conscience, retardé certains sujets, surtout sur des sujets d'ailleurs d'avancée technologique. Ça a été extrêmement violent pour l'aéronautique et le transport aérien. Donc nous, on a une démarche de renouvellement de flotte extrêmement prononcée et de densification des avions. Parce que, comme le disait Justine Coutard, on travaille sur évidemment des taux de remplissage les plus performants possibles. Je pense qu'à ce niveau-là, une des réussites d'Air Caraïbes est là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas voler un gros porteur en dessous de 80 ou 85% de remplissage. Et le prochain avion qu'on intègre en décembre, donc là dans quelques mois, c'est un 350 000, dernière génération, qui a encore des modifications, qui réduit encore son empreinte carbone et qui est configuré en 480 passagers. Donc le sujet, bien sûr, il faut limiter le nombre de mouvements. Alors je n'irai pas à l'encontre de
mon partenaire quelque part, parce que nos clients sont aussi ses clients et on travaille ensemble en bonne collaboration avec EasyJet, qui a été une compagnie extrêmement en pointe en Europe sur les sujets de décarbonation. Et en finale, nous, notre vision, c'est avant tout d'offrir des avions les plus gros possibles et avoir du coup un mouvement. Vous avez un mouvement avec 480 passagers, donc évidemment, on réduit l'empreinte carbone et sonore de nos avions. Et Monsieur Godinot, vous avez déjà dit vous aimeriez bien avoir plus ces slots, donc là, ça ne semble pas possible. Donc en fait je pense que c'est un point qui est important. Aujourd'hui, il y a 10% de la capacité d'Orly qui est utilisée par des avions qui sont principalement des délégations de service public, qui sont souvent des avions pas très modernes, pas très remplis, etc. Et qu'on se dit, ce serait sans doute plus logique. Et après, il y a des régions qui sont enclavées, etc. Donc c'est relativement important, mais ça serait sans doute plus logique d'utiliser effectivement une partie de ces slots pour transporter plus de passagers sur des avions plus modernes, plus grands, etc. Et donc pour que l'impact par personne transportée, comme le disait Muriel, soit effectivement réduit. Donc je pense que c'est au final ce qui va se passer. Enfin, et d'ailleurs, on ne demande pas à avoir plus de mouvements à Orly, ne vous inquiétez pas, mais c'est de dire ces mouvements, si on peut les faire avec des aéronefs qui sont finalement avec plus de passagers, mais en faisant moins de bruit et en polluant moins, on permet d'avoir finalement une meilleure connectivité et également moins d'impact pour les riverains. Et donc c'est plutôt ça aujourd'hui la priorité pour le développement de l'aéroport, en respectant effectivement les riverains. Vous êtes d'accord avec ça, Madame Vermillier? Moi, j'entends la volonté des compagnies aériennes et on peut le saluer et on constate effectivement. J'ai vu hier que ma voisine et amie, maire de Paris-Vieille-Poste, est la marraine de l'Airbus A320. Je me rappelle plus l'immatriculation de l'aéronef, mais bon, voilà. Donc parce qu'elle met en avant toute cette avancée technologique, c'est bien. Mais on va parler effectivement du projet d'arrêté portant restriction d'exploitation sur l'aérodrome de Paris-Orly qui est en cours et qui va être ouvert jusqu'au 29 juillet et appelant consultation des riverains et de toute personne qui voudra contribuer. On parle du scénario A, visiblement, qui a été retenu par le ministre des Transports, le gouvernement, et c'est donc le scénario qui prévoit une accélération, vraiment un rythme soutenu de renouvellement de la flotte. Mais je pense qu'on ne sort pas un Airbus comme on fait un avion miniature avec une imprimante 3D. Je pense qu'il vous faut quand même un certain temps. Si toutes les compagnies aériennes, et c'est ce que nous souhaitons, s'engagent dans cette démarche, nous, les riverains ou élus ou associations, je ne vois pas comment on va pouvoir améliorer le quotidien des riverains, puisque ce sont des objectifs de réduction de bruit à 2027-2029, donc c'est demain. Enfin, vraiment, c'est demain. Est-ce que vous pourriez me dire, par exemple, que pour vous, EasyJet, puisque vous êtes présent, ou Madame pour Air Caraïbes, d'ici à 2027 ou 2029, ce sont combien d'avions, par exemple, qui vont venir améliorer la qualité de vie de nos riverains? Donc, au niveau global, aujourd'hui, en fait, nous, on a commencé à avoir des avions Neo depuis... on a passé les commandes il y a plus de 10 ans. Donc, on a déjà quasiment 25% de notre flotte aujourd'hui qui est en avion Neo. On a passé au mois de décembre une commande supplémentaire de 157 aéronefs avec une option pour 100 supplémentaires. Donc, d'ici à 2035, on sera à plus de 90% de nos avions de nouvelle génération. Donc, c'est pas quelque chose où on a attendu la décision de la consultation. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a plus de 10 ans. Et les intérêts sont objectifs. C'est des avions. On a, nous, un engagement sur les sujets environnementaux. En plus, il y a une raison économique. C'est-à-dire qu'un avion plus rempli, avec plus de passagers et qui consomme moins, il est plus rentable. Enfin, on fait ça aussi pour des raisons économiques. Mais finalement, l'avantage, c'est qu'on a commencé avant beaucoup d'autres compagnies et qu'on va accélérer cette transition parce qu'elle est absolument indispensable.
Je pense qu'il y a beaucoup de travaux sur ce sujet, et des travaux qui sont évidemment scientifiques, calculés, paramétrés. Les études sur le sujet sont, et pour la consultation de l'arrêté sont extrêmement, les analyses des impacts, du gain-bénéfice. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup de travail, on y a participé. Aujourd'hui, on est une compagnie qui, au quotidien, travaille avec les partenaires aéroports. On partage, par exemple, nos données de vol. Tous les vols d'Air Caraïbes sont donnés à l'aéroport de Paris. L'analyse de la trajectoire qui est opérée par nos équipages au décollage et à l'atterrissage est analysée précisément avec le contrôle aérien, et on essaye au maximum de prendre des actions, mais concrètes. On n'attend pas 2027. On a des travaux en cours qui permettent drastiquement d'améliorer le niveau de bruit. Je vais prendre un exemple. On a des travaux en cours et il faut qu'on travaille aussi avec le constructeur pour qu'il puisse amender ses manuels correctement, de sortie des trains. On sait que dès que l'avion sort son train d'atterrissage, ben forcément, il a son empreinte sonore qui augmente. Aujourd'hui, on travaille au quotidien, et toutes les actions comme celle-là, et alors nous on parle en pied, pas en mètres, plus tard, le pilote va sortir le train, le bruit va drastiquement baisser. Donc je ne crois pas qu'il faut se dire on est pour, on est contre. Je pense qu'il faut travailler ensemble pour ce sujet au quotidien, réduire l'empreinte sonore de nos avions. Très bien. Moi, Juste un petit commentaire, mais on finance aussi via l'aéroport, de la rénovation thermique et acoustique pour les riverains. En fait, nous on pousse pour que, le budget n'est pas du tout utilisé, donc on pousse pour que les règles soient assouplies pour qu'il y ait plus de gens y aient accès également, parce que c'est de l'argent qui dort, que nous on paye, et finalement les riverains en profitent pas complètement. Et donc ça, je pense qu'il y a sans doute un travail à faire ensemble pour assouplir les règles d'utilisation de ces budgets-là, pour qu'il y ait plus de gens qui y aient accès, et pour que la rénovation thermique et acoustique des riverains soit améliorée. Ouais, juste un mot sur ce sujet. Effectivement, donc on part quand même d'une situation qu'il faut rappeler, puisqu'on a tendance à oublier les acquis, à les laisser derrière nous. On est un aéroport qui est soumis à des restrictions d'exploitation sans équivalent en Europe et dans le monde, puisqu'on a à la fois un couvre-feu de 23h30 à 6h et un plafonnement en nombre de créneaux à 250 000 par an. La coexistence de ces deux restrictions d'exploitation est unique. Moi, je considère que ce n'est pas une contrainte, c'est un bienfait. C'est ça qui nous permet finalement d'assurer la pérennité de notre activité dans un environnement qui, comme le rappelait Madame le maire, est extrêmement urbanisé. Bon, il était déjà en 61, on peut dire que le phénomène s'est largement accéléré depuis l'arrivée de l'aéroport. Donc là-dessus, il y a sans doute aussi des choses sur lesquelles il faudrait se poser quelques questions. Mais je pense que les restrictions d'exploitation, elles font partie de l'ADN d'Orly, qui est un aéroport urbanisé et qui doit vivre son activité de manière à ce qu'elle puisse cohabiter le plus harmonieusement possible avec les riverains. Et donc l'arrêté qui est soumis aujourd'hui, il a l'extraordinaire avantage de nous mettre encore comme pionniers sur le domaine acoustique, puisque non seulement on serait soumis toujours à ces deux restrictions d'exploitation, que personne n'a l'intérêt ni l'idée de remettre en cause, mais en plus, ça nous permettrait d'avoir un levier supplémentaire, nous gestionnaires d'infrastructures, qui est d'interdire les avions les plus bruyants sur l'aéroport. Levier qu'on n'a absolument pas aujourd'hui. Donc ce qui nous permettrait, avec un niveau de marge acoustique, pardon, c'est un petit peu technique, à 17 EPNDB, qui est là aussi sans équivalent en Europe. Donc à l'horizon, certes, de manière progressive, puisque c'est bien le sens de l'étude qui a été conduite, c'est d'avoir une approche équilibrée, donc d'avoir une ambition extrêmement forte en matière de gains acoustiques, mais pour autant sans détruire, sans casser l'activité économique, qui, je le rappelle, est quand même assez largement pourvoyeuse d'emplois. C'est justement de permettre aux compagnies, en gros, de se mettre en règle avec ces nouvelles contraintes acoustiques, et donc d'avoir le temps de renouveler leur flotte pour qu'ensuite, donc à des échéances régulières, 13 EPNDB dès la mise en place de l'arrêté, 17 EPNDB à partir de 2029, on puisse interdire les avions les plus bruyants sur l'aéroport d'Orly.
Ça, c'est quand même un instrument qui nous faisait considérablement défaut aujourd'hui, sur lequel on ne pouvait pas agir. Il faut quand même rappeler que l'aéroport, il a la double caractéristique donc d'être soumis à ces restrictions et d'être coordonné, ce qui fait qu'on n'est pas directement à la manœuvre sur l'attribution des créneaux. Et donc aujourd'hui, on accueille le trafic tel qu'il se présente d'une certaine manière. Là, on aurait le moyen justement d'avoir un levier écologique à l'égard des opérateurs qui opèrent au sein de l'aéroport et de leur dire ben non, cet avion ne peut pas opérer au sein d'Orly parce qu'on a un niveau d'exigence en matière acoustique. Donc peut-être que cette mesure n'est pas parfaite, peut-être qu'elle n'est pas à la hauteur des attentes des riverains qui bien entendu vivent au quotidien à nos côtés et espèrent avoir des avancées en matière acoustique. Pour autant, ça représente tout de même un levier considérable dont on était dépourvu aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est un des leviers. Quand on parle de couvre-feu, il y a une attente puisqu'il n'est pas respecté. Voilà, on constate, et le gendarme de l'aérien, la CNUSA, le constate. Nous, on aurait aimé aussi pouvoir s'exprimer dans ce projet d'arrêté, et nous allons le faire parce que on constate que l'analyse coût-bénéfice des trois scénarios qui ont été retenus ne retiennent que le manque à gagner qui sera supporté par le secteur aéronautique, et on ne parle pas du coût sanitaire qui se chiffre là aussi en millions d'euros pour nos populations. Et il faut également avoir une approche globale de nos aéroports, puisqu'aujourd'hui, si on imagine que des avions ne puissent plus se poser le soir sur Orly, ils seront déportés sur Roissy-Charles de Gaulle notamment. Et donc, on ne peut pas aller vers une inégalité de traitement territorial, en tout cas, et en matière de santé pour nos habitants. On aurait pu parler de l'emploi, où on s'aperçoit que les villes les plus proches de l'aéroport ne bénéficient pas forcément de l'emploi. Voilà, enfin, plein de sujets passionnants qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Non, mais, non, voilà. je suis désolée, on a déjà, et j'aimerais bien, j'espère qu'on a le droit de peut-être... prendre 2 minutes en plus. Je voulais savoir aussi comment vous voyez the end. Oui, d'accord. Donc le départ de Air France de Orly. Quel est le futur? Vite fait, peut-être 2, 3. Comment vous voyez Orly dans le futur sans Air France? Le départ d'Air France appartient à Air France. C'est une décision voilà, de l'un de nos clients, donc il ne nous appartient pas de commenter. Comme je le disais, Orly est un aéroport saturé, c'est-à-dire que la totalité de ses créneaux sont distribués, et on sait qu'on a quelques clients qui aimeraient bien en obtenir davantage, donc voilà, le départ d'Air France de ce point de vue n'est pas une source d'inquiétude, ne met pas en péril l'avenir d'Orly. Non, pour moi, ce qui est absolument essentiel pour les prochaines années, mais c'est d'ailleurs au cœur du projet d'aménagement tel qu'on l'a conçu, c'est qu'on arrive à accélérer considérablement la transition environnementale, qu'on arrive à être un aéroport qui a la particularité d'être très urbanisé, et donc qui soit pionnier en matière écologique et en matière d'inscription territoriale. Parce que de toute façon, le destin de l'aéroport et celui des territoires est intimement lié. Vite fait, Air Caraïbes et EasyJet, je suis désolée que je pousse là un petit peu. Non, aucun problème. Alors nous, on a notre propre stratégie, donc le mouvement d'Air France n'a pas d'impact sur notre stratégie. Notre stratégie, c'est de continuer à croître, à offrir une offre de service aux clients affinitaires, ultramarins, qui sont vraiment chers à nos clients. Et l'avenir d'Orly, pour ça, a un positionnement de taille humaine, proche du client, du salarié, du territoire. Avec tous ces débats, c'est qu'on est bien proche et également responsable. Donc on s'inscrit parfaitement dans cela. Enfin, c'est la décision du groupe Air France. Effectivement, nous, notre positionnement, c'est vraiment d'être effectivement la figure de proue dans la transition énergétique, d'être une compagnie extrêmement efficace d'un point de vue opérationnel. On est la compagnie la plus à l'heure à Orly. C'est extrêmement important, effectivement, pour les passagers. C'est aussi important pour le respect des couvre-feux, etc. Et donc, effectivement, on aimerait bien que ça soit l'opportunité d'avoir plus de parts de marché. A priori, il n'y a pas de lien. Je ne pense pas qu'il
ils nous laisseront des slots. Donc si c'était possible, on aimerait bien, j'avoue. Mais en fait, la priorité, oui, c'est vraiment d'avoir notre stratégie à nous. Et je pense que les passagers, ils seront contents d'avoir une offre avec de la concurrence en fonction de leur destination, de leurs besoins. Et on espère avoir, avec notre proposition de valeur, avec un très bon rapport qui a été pris, des avions très à l'heure, et avec cette ambition de transition énergétique, j'espère que ça répond et ça a l'air de le faire, puisque nos avions sont très pleins à Orly. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette discussion vraiment passionnante. Et je regrette qu'on n'a pas plus de temps parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Donc peut-être une prochaine fois. Et merci beaucoup.